L'Égypte antique et ses fascinants vestiges vieux de 4500 ans. Pyramides, tombeaux, cités englouties, temples. Comment ont-ils été construits et que reste-t-il à découvrir? L'une des clés du mystère est peut-être un élément prodigieux qui se trouve sous nos yeux depuis l'âge de pierre. Le Nil, le fleuve le plus long du monde après l'Amazone, 6700 km d'eau qui se jette dans la mer Méditerranée après avoir traversé une dizaine de pays. On pense que le Nil a toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Or, il a énormément évolué au cours de l'histoire de l'Égypte, et même avant. Sans le Nil, il n'y aurait pas d'Égypte. Le Nil est le berceau de l'Égypte. C'est grâce au Nil que des milliers de blocs de granit ont parcouru des distances incroyables afin de donner naissance aux merveilles de l'Égypte antique. Avec des techniques de pointe dont certaines jamais utilisées en Égypte, nos équipes ont lancé une exploration inédite. D'Alexandrie au lac Nasser et à la mer Rouge, nous sommes partis sur les traces des 33 dynasties de pharaons. On a vraiment l'impression de ramener l'ancienne cité d'Alexandrie à la vie depuis les profondeurs sous-marines. Dans cet épisode, nous allons explorer le delta du Nil, où se sont écrites les dernières pages de l'Égypte antique. C'est ici, dans le nord du pays, que le fleuve a le plus changé de visage, passant de 7 branches à seulement 2 aujourd'hui. Nous retrouverons les cités antiques disparues avec l'ancien cours du Nil pour décrypter les mystères des dernières dynasties de pharaons. Où se cachent les vestiges de l'immense phare d'Alexandrie, une ville que les Égyptiens connecteront ingénieusement au Nil? Peut-on croire les légendes des cités englouties par les eaux du Nil et de la mer? Les terres s'effondrent et vont sous le niveau de la mer et la mer recouvre tout. Ça rivalise avec le trésor de Toutankhamon. Ce n'est pas une tombe qu'elle a trouvée, mais une quinzaine. Avec les plus grands égyptologues et scientifiques internationaux, notre expédition nous conduira sur Terre, dans les airs et dans les profondeurs du delta, pour décrypter les derniers mystères de l'Égypte des pharaons, construite le long du fleuve sacré. Alexandrie, la dernière capitale de l'Égypte antique, celle des pharaons. Située dans le delta du Nil à 200 km du Caire, Alexandrie abrite les vestiges fascinants de l'époque ptolémaïque, c'est-à-dire les 2 dernières dynasties de pharaons issus de Grèce et de Macédoine. Mais contrairement aux sites connus du plateau de Gizeh ou de Luxor, à Alexandrie, les traces des pharaons ne sont pas visibles au premier coup d'œil. Je pense que les vestiges se méritent à Alexandrie, se méritent parce qu'on est en archéologie urbaine, mais on a aussi, nous, à fournir un travail de longue haleine pour arriver à des résultats qui soient bien fondés historiquement. Trois siècles avant notre ère, sous la 32e dynastie, Alexandre le Grand veut construire le plus grand port ouvert sur la Méditerranée. Un ouvrage colossal qui doit connecter le pays et son fleuve sacré, le Nil, au reste du monde. Alexandrie était la ville la plus importante de l'Égypte ptolémaïque. C'était vraiment la porte d'entrée sur la Méditerranée. À son arrivée en Égypte, Alexandre le Grand a reçu le grand oracle du dieu Amon. Il a alors choisi cet endroit en pensant que ce serait un incroyable vecteur de commerce et de transport dans toute la Méditerranée. Et il voulait construire une ville à sa propre gloire. Pour autant, Alexandrie n'est pas en rupture avec l'Égypte millénaire. Les rois grecs, comme Alexandre puis les Ptolémées, se font appeler pharaons.
et reprennent l'héritage des grands souverains bâtisseurs de pyramides comme Djoser ou Khéops. Dans cette construction effrénée, ils vont bâtir un autre ouvrage incroyable. L'une des 7 merveilles du monde, aujourd'hui disparue. Le phare d'Alexandrie. En moins 297 avant Jésus-Christ, Ptolémée Ier pose la première pierre de ce monument emblématique sur une île toute proche, celle de Pharos. L'île est reliée à la ville par une impressionnante chaussée, l'heptastade. Son nom vient de sa longueur, 7 stades, soit près de 1300 mètres. Il faudra plus de 15 ans pour bâtir ce monument unique, dont l'architecte principal reste inconnu. Ce phare, il a quand même duré presque 15 siècles. C'est-à-dire que à cette époque-là, on est déjà dans une qualité d'ingénierie qui est capable de résoudre des problèmes avec des moyens qui restent des moyens humains. Le phare d'Alexandrie est en effet une merveille d'architecture. 135 mètres de haut, soit presque autant que la grande pyramide de Khéops. Conçu avec une pierre blanche éclatante, il domine la ville. Et sa flamme, alimentée jour et nuit, guide les marins à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Le premier étage est à 60 mètres de haut. Le phare compte 300 pièces. À l'intérieur, il y avait une statue du dieu Poséidon. Pourtant, depuis le XIVe siècle, il n'en reste plus rien, à part quelques documents. À quoi ressemblait-il réellement? Pourquoi a-t-il disparu? Un mystère en passe d'être enfin résolu, grâce à une mission archéologique sans précédent. Depuis 25 ans, des scientifiques français plongent au pied de l'actuel fort de Kite Bay, où se situait le premier phare du monde. De nombreuses fouilles sous-marines menées à Kite Bay ont conduit à la découverte d'une grande quantité de blocs. Mais est-ce que ce sont les restes du phare ou proviennent-ils d'un autre endroit? Marie-Dominique Nénat dirige les fouilles, initiées par l'égyptologue français Jean-Yves Empereur dans les années 1990. Il y a une sorte de montagne de pierres que vous voyez bien si la mer est calme, l'eau est propre et le soleil est de bonne humeur. Moi, c'est vrai que j'ai plongé 1 ou 2 fois sur le site et c'était extraordinaire. Sur ce site, qui s'étend sur 3,5 hectares, soit l'équivalent de 5 terrains de football, 3500 blocs sont alors repérés, jusqu'à 8 mètres de profondeur. Certains sont ramenés sur Terre pour être étudiés. Mais à ce stade, impossible de les attribuer au phare mythique, d'autant que l'exploration de ce site sous-marin immense est longue et fastidieuse. C'est un grand site de blocs épars, parfois sur plusieurs étages. Ils commencent à l'époque pharaonique et ils vont même jusqu'à l'époque romaine tardive. Et dans l'Antiquité, on était probablement en bonne partie hors d'eau. Seuls les scientifiques ont accès à ce site incroyable. Mais nous avons eu exceptionnellement l'autorisation d'y plonger pour remonter 2300 ans en arrière et toucher du doigt les possibles vestiges de la 7e merveille du monde. On a vraiment l'impression de ramener l'ancienne cité d'Alexandrie à la vie depuis les profondeurs sous-marines. Mohamed Reder est historien et plongeur professionnel. Monte, Mohamed. La mer est particulièrement agitée, mais avec son équipe, il décide de nous conduire là où se trouveraient les ruines du phare d'Alexandrie. Voici notre bateau, le Rémas. Nous devons emprunter une première embarcation avant de rejoindre le Rémas, un bateau équipé pour les plongées archéologiques. Le capitaine règle les derniers préparatifs à bord avant la plongée. Il y a de belles vagues aujourd'hui et le temps est très agréable. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir sous l'eau, à cet endroit? Peut-être un sphinx, un grand sphinx, comme celui d'Abou el-Houl. Ok, on y va les gars. Ils ne seront pas seuls dans leur exploration. C'est parti. Pour les accompagner,
nous avons déplacé pour la première fois en Égypte un drone sous-marin exceptionnel. Véritable concentré de technologie, il ne craint ni les courants violents, ni le manque de visibilité. Jean-Baptiste et Cédric, spécialistes des prises de vue par drone, ont fait le trajet depuis la France et l'Allemagne pour piloter ce robot sous-marin dans ces conditions inédites. C'est bon, stop. L'équipe termine la préparation des blocs de plongée et vérifie la pression des bouteilles qui doivent permettre plus d'1 heure d'exploration sur le site. Super. On y va? Ouais. Bon, allons-y. Cédric reste sur le bateau pour piloter le robot. Contrairement aux drones aériens commandés sans fil par Wi-Fi, les drones sous-marins doivent être reliés par un câble, car les ondes ne traversent pas l'eau. C'est l'instant de vérité pour le drone. Les premières images s'affichent sur le moniteur de pilotage. L'eau est à 28 degrés, nous sommes à 4 mètres de profondeur. Mais rien n'est visible pour l'instant. À 6 mètres, les premiers vestiges apparaissent. Fascinant. Des sphinx incomplets. Des blocs de granit rose. Des morceaux de colonnes. Des hiéroglyphes. La plongée est spectaculaire. Depuis 1993, seules quelques pièces exceptionnelles ont été remontées sur Terre. Ce sont elles qui ont permis à l'équipe française d'acquérir une certitude. On avait enfin retrouvé le phare d'Alexandrie. La certitude que ces blocs appartiennent au phare d'Alexandrie, la 7e merveille du monde, je pense qu'elle a été assez immédiate. Tout était surdimensionné. Pourtant, parmi les blocs retrouvés et sortis des eaux, de nombreux éléments comme l'obélisque de Séti Ier, les sphinx ou des fragments de colonnes ne correspondent pas du tout à l'époque du phare. Ces vestiges sont étonnamment beaucoup plus anciens. Beaucoup des blocs retrouvés dans la région de Kite Bay appartiennent au temple de Ramsès ou de Séti. Ils ont clairement été importés depuis l'intérieur des terres. Par la suite, ces temples ont été tout simplement détruits pour fournir des blocs de construction et ainsi protéger le phare et la ville d'Alexandrie. On sait que les Ptolémées avaient pour habitude de faire venir des objets depuis la Haute-Égypte vers Alexandrie, dans un but décoratif et démonstratif de cet héritage ancien. Alexandrie était en quelque sorte la vitrine des Ptolémées. Des sculptures, empruntées à d'autres sites abandonnés, utilisées ensuite comme ornement ou pour protéger plus tardivement l'île et le fort. C'est l'explication aujourd'hui reconnue par la communauté scientifique. Les plus gros blocs de granit rose, en revanche, semblent avoir servi à construire le phare. Mais alors, pourquoi les textes de l'historien grec Strabon, qui a étudié le site moins d'1 siècle avant notre ère, décrivent-ils sa couleur blanche et non rouge ou rose? Le mystère semble aujourd'hui résolu. Pendant très longtemps, on a cru qu'il avait été construit en marbre. Mais sous l'eau, toutes les pièces retrouvées sont en granit rouge. Le phare n'est donc pas en marbre. Il a peut-être été peint ou recouvert de calcaire. Pour trouver du granit rose en Égypte, il faut remonter le Nil pendant plus de 1000 km jusqu'à la région d'Assouan, tout au sud. Un trajet titanesque, avec les moyens de l'époque, des hommes et des bateaux. Les bateaux allant du sud au nord utilisaient le courant du Nil, tandis que les bateaux allant du nord au sud se déplaçaient grâce au vent.
Il fallait environ 25 jours pour emmener chaque bloc jusqu'à Alexandrie et construire cette merveille du monde dont la longévité sera exceptionnelle, près de 1600 ans. Comment un tel colosse de pierre a-t-il pu s'effondrer totalement avant de sombrer dans la mer? Le mystère de sa disparition est désormais élucidé. Une succession de cataclysmes entre le 4e et le 14e siècle abîmeront puis feront progressivement totalement s'effondrer le phare dont les pierres glisseront dans les eaux de la baie. Tous les palais et les temples d'Alexandrie ont disparu sous la mer. Un tremblement de terre a causé des dégâts majeurs à beaucoup de monuments, surtout à Alexandrie. Au XVe siècle, à l'emplacement de l'ancien phare, le sultan mamelouk Qaït-Bey fera construire un fort, encore visible de nos jours. Le phare d'Alexandrie et son immense mégalopole se situent dans le nord-est du delta du Nil. Et à première vue, rien ne les relie au fleuve sacré, ni au reste de l'Égypte. C'est pourtant tout le contraire. Peu de personnes le savent, mais durant l'Antiquité, le Nil et le delta avaient un tout autre visage. Auparavant, c'est très marécageux. Il y a des fourrés de papyrus à l'infini, quantité d'animaux qui vivent. Au nord du Caire, le fleuve se divise en plusieurs branches pour se jeter dans la mer Méditerranée. Elles sont aujourd'hui au nombre de 2. On pense que le Nil a toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Or, il a énormément évolué. Le delta du Nil ne compte plus que 2 branches. Il y en a eu jusqu'à 7 dans le passé. Puis, c'est descendu à 5. Parmi elles, une branche essentielle, longtemps restée énigmatique, la branche canopique. À l'Antiquité, la branche canopique était la plus grande et la plus large des branches du Nil. C'est par cette branche qu'arrivaient les bateaux de la Méditerranée pour naviguer vers l'intérieur du pays. C'était avant la fondation d'Alexandrie. Lors de sa fondation, la ville d'Alexandrie se situait à 30 km du fleuve. Une position étonnante. Toutes les capitales de l'Égypte se sont construites au plus proche du Nil, le poumon du pays. Sans le Nil, il n'y aurait pas eu de civilisation. Sans le Nil, il n'y aurait pas d'Égypte. Le Nil a façonné l'Égypte. C'est pour ça qu'Hérodote, le père de l'histoire, quand il est venu en Égypte en 500 avant Jésus-Christ, a dit « L'Égypte est un don du Nil ». Pourquoi Alexandre s'est-il alors à ce point éloigné des rivages? En réalité, le pharaon voulait bâtir sa ville sur un socle rocheux très solide, même s'il était éloigné du Nil, contrairement aux autres cités du littoral. Et plutôt que de copier ses prédécesseurs et de bâtir près du fleuve, Alexandre fera tout le contraire avec un projet fou. Emmener le Nil jusqu'à Alexandrie. Une construction visionnaire, mais qui modifiera profondément la branche canopique. Ils ont dérivé une grande partie des eaux de la branche canopique vers le lac Maréotis et vers Alexandrie. Donc, ça appauvrit, bien sûr, cette branche canopique qui a dû s'ensabler peu à peu. Et donc, cette branche canopique a été complètement effacée. Car les ingénieurs d'Alexandre n'avaient pas tout prévu. Le système complexe de canaux mis en place asséchera progressivement la branche canopique, qui disparaîtra au 5e siècle. Longtemps, les archéologues ont ignoré l'embouchure et le tracé de cette fameuse branche canopique, disparue très tôt. Mais un chercheur allait bouleverser nos connaissances grâce à des découvertes absolument prodigieuses, plusieurs mètres sous le niveau de la mer. Celle de villes englouties, qui étaient selon la légende à l'Antiquité et bien avant Alexandrie, les portes d'entrée vers le Nil et vers sa branche mystérieuse. Dans les années 1990, le scientifique français Franck Gaudiot acquiert la conviction que 3 villes décrites par les textes anciens, localisées sur les berges de l'actuelle baie d'Aboukir, ont bien existé, tout près d'Alexandrie. Tonis, Héracléon et Canope, qui devaient servir de porte d'entrée vers la branche du même nom, située donc à son embouchure.
C'était parfaitement attesté sur le plan historique qu'il y avait 3 sites qui manquaient, qui n'avaient été jamais retrouvés. Mais impossible de découvrir une seule trace de ces 3 cités immensément importantes à l'entrée du Nil et construites autour du 8e siècle avant notre ère, soit environ 500 ans avant la construction d'Alexandrie. Franck Gaudiau décide alors de monter une expédition hors norme, sur un territoire à fouiller bien plus grand que la ville de Paris. Plonger sur 150 km² pour voir des vestiges, vous êtes sûr de rien voir, d'autant plus que, comme rien n'avait été vu avant, il était fort probable que tout soit recouvert de sédiments. Commence alors, en 1997, une tâche titanesque à l'ouest de la baie d'Aboukir, à bord d'un bateau équipé de systèmes de détection high-tech développé par le commissariat à l'énergie atomique français. Il doit y avoir des grands quais avec les épaves. À plusieurs reprises, Franck Gaudiau pensera abandonner. Mais il est convaincu qu'il fouille au bon endroit et que ces villes l'attendent quelque part sous la mer. Sa persévérance finira enfin par payer. Au bout d'1 année et demie, nous avons découvert à 1,2 km des anomalies magnétiques. Donc, nous avons plongé et nous avons vu rien, que du sable. Il a fallu commencer à creuser et là, nous sommes tombés sur des champs de ruines assez extraordinaires. C'était la ville de Canop. Pour Franck Gaudiau et ses équipes, le jour est inoubliable. En creusant à plusieurs kilomètres sous l'eau, il découvre d'abord une imposante colonne de granit rose de 6 mètres de long, intacte. Ce site, qui s'étend sur 1 km de large et 1,5 km de long, leur réserve d'autres surprises. Très vite, ce ne sont plus des éléments isolés que les archéologues découvrent, mais des monuments tout entiers, dont les fouilles continuent encore aujourd'hui. Nous savons désormais exactement où se jetait l'une des branches du Nil. Et c'était là où se trouvait l'une des villes les plus importantes de l'Égypte antique. Restait à résoudre un nouveau mystère. Celui des 2 autres villes mentionnées par les historiens, Tonis et Héracléon. Les équipes de Franck Gaudiau feront quelques mois après une découverte qui dépassera leurs attentes et dont nous avons pu exceptionnellement numériser les archives en ultra haute définition. D'après les écrits anciens, ces villes étaient puissantes à l'époque dite saïte, quand les dynasties du Delta avaient fait de la ville de Saïs leur capitale. L'Égypte est alors au début de la basse époque, soit environ 7 siècles avant Jésus-Christ. De nos jours, la branche canopique du Nil n'existe plus. Mais sa voisine, la branche de Rosette, est l'un des 2 derniers vestiges du Nil antique. Elle débute sa course au nord-ouest du Caire pour se jeter dans la Méditerranée au niveau de la ville de Rosette après environ 200 km. Alexandrie est d'ailleurs connectée grâce à un canal à cette branche du Nil. C'est en suivant son cours depuis la capitale que l'on tombe sur un site fascinant, celui de l'ancienne cité de Saïs, la ville merveilleuse de la 26e dynastie des pharaons, autour de 650 ans avant notre ère. Saïs est une ville clé de l'histoire égyptienne, une ville clé de la compréhension du delta. Ce site immense qui s'étend au-delà des champs et de la ville actuelle n'est étudié que depuis quelques années. Mais les équipes anglaises de Penny Wilson ont fait sur place une découverte exceptionnelle. Saïs serait l'un des plus vieux sites habités de l'Égypte. Saïs était une ville importante dès le début de l'histoire égyptienne. Au cours de la 26e dynastie, elle s'est imposée en devenant la capitale. C'est à Saïs que va repartir tout un nouveau chapitre de l'histoire égyptienne. Une ville majeure, vieille de plusieurs millénaires, qui atteindra son apogée grâce au Nil, sous les pharaons de la 24e à la 26e dynastie, au point de devenir la capitale de l'Égypte pendant près de 140 ans. Pourtant, à première vue, il ne reste rien de sa splendeur passée.
Saïs la prestigieuse a été recouverte par les nouveaux villages au fil des siècles. Mais à l'aide des nouvelles technologies, les scientifiques espèrent retrouver l'ancien lit du Nil, les murs et les temples de Saïs. Tu peux me donner ça? Et prenez-en chacun. À quelques pas des vestiges de la ville déterrée les années précédentes, Penny Wilson et son équipe entreprennent aujourd'hui une nouvelle campagne pour scanner les sols avec un magnétomètre. Un appareil qui analyse les profondeurs grâce à un champ magnétique afin de détecter des anomalies enfouies sans abîmer les cultures. Au lieu de creuser, ce qui serait très difficile puisque ce sont des terres agricoles, nous allons les scanner magnétiquement à l'aide d'un magnétomètre pour déterminer si des structures ou des vestiges archéologiques se trouvent sous la terre. On va le poser pour qu'il ait le bon angle. Ok, vas-y. Nous avons quadrillé ce terrain avec des carrés de 30 mètres par 30 mètres. Lorsque le magnétomètre effectue une analyse, on l'entend sonner. S'il marche tout le temps à la même vitesse, les analyses sont effectuées régulièrement et les données seront correctes. Un laboratoire a été installé dans la maison des fouilles. Les données enregistrées par le magnétomètre sont transférées sur un ordinateur afin d'être analysées. Les analyses sont en cours. Une image apparaît enfin. Le difficile travail d'interprétation peut commencer. Ces points sont sûrement défaussés. Oui, regardons ici. Ce qui intéresse ces archéologues, ce sont ces lignes horizontales, trop parfaites pour être d'origine naturelle. Ces lignes représentent des ponts sur lesquels on marche. On a réussi à générer une carte où l'on voit les zones à forte intensité magnétique. Grâce à cela, on peut interpréter la carte pour comprendre s'il existe des alignements qui pourraient former des structures ou s'il y a des vestiges qui peuvent être des zones brûlées, des fossés ou autre chose. Les archéologues sont convaincus que Saïs était bien plus vaste que l'actuel village. Connectée au Nil par des ports, la ville était alors une sorte d'île entourée par le fleuve. Remonter le temps est un travail titanesque, mais c'est à ce prix que de nouveaux indices sur cette grande ville antique sont découverts chaque année. On se trouve à côté d'un des derniers vestiges du grand temple de Saïs. La structure de pierre calcaire derrière moi est formée d'énormes blocs et constituait sûrement la façade d'un immense temple qui se dressait ici. Le temple principal et les tombeaux des rois sont pour l'instant encore introuvables. Mais pour atteindre son apogée, Saïs a surtout profité de l'extinction d'une autre capitale située à l'est du delta, Tanis, qui était dans l'Égypte antique un port majeur du Nil ouvert sur la Méditerranée. Une capitale qui disparaîtra avec la branche du Nil qui l'alimentait et qui avait fait d'elle un site exceptionnel. Au cours des périodes tardives de l'histoire de l'Égypte, Tanis était l'une des capitales les plus importantes. Le site de Tanis se trouvait lui aussi sur une branche du Nil, la branche tanitique. C'était une ville très dynamique, jusqu'à ce que la branche ne s'ensable. Tanis fait partie des grandes villes qui sont présentes dans notre imaginaire. Depuis les débuts de l'égyptologie, elle a fait partie des sites sur lesquels on a voulu tout de suite voir ce qu'il en était. Un site mystérieux que peu de personnes connaissent et qui a longtemps abrité le seul trésor de Pharaon, pouvant aujourd'hui rivaliser avec celui de Toutankhamon. L'Égypte est à la fin du Nouvel Empire, 11 siècles avant Jésus-Christ. À cette époque, le pays des pharaons entre dans une période de division. Et la 21e dynastie installe sa capitale à Tanis, dans le delta. Si le nom de Tanis est inconnu du grand public, nous sommes pourtant des millions à avoir approché de très près l'un des symboles de cette ville du Nil. Car dès les premières fouilles du site, après la campagne d'Égypte de Bonaparte, des dizaines de vestiges de Tanis sont envoyés dans des musées, en France notamment, au Louvre.
C'est par le sphinx que les visiteurs découvrent l'Égypte ancienne. C'est le plus grand sphinx monolithique hors d'Égypte. Ce sphinx immense a été découvert en 1825 dans le plus grand temple de Tanis, celui dédié au dieu Amon. Un temple mystérieux, dernier vestige d'une gigantesque cité pharaonique. Pour mieux décrypter cette ville portuaire jadis au bord du Nil, ce n'est pas par l'Égypte que nous commençons notre expédition. À Toulouse, dans le sud de la France, le Centre national d'études spatiales analyse les images de ses satellites. Nous allons sur Tanis. Luc Lapierre est un scientifique spécialisé en archéologie spatiale et il s'est particulièrement intéressé au site de Tanis. L'intérêt du satellite, c'est qu'il va passer régulièrement sur la zone. Et parmi un ensemble d'images, on va en trouver une qui va donner un résultat aussi remarquable. En comparant les images prises par satellite à très haute définition, Luc Lapierre a noté des anomalies de sol très intéressantes pour les archéologues. Vous apercevez un ensemble de formes géométriques régulières qui se répartissent sur toute la surface, avec des ruelles possiblement et des habitats. On voit apparaître tout un village sur cette image. Cette image permet de rendre compte de l'immensité du site il y a 2500 ans, dont le village s'étendait à l'époque sur plus de 200 hectares. Il n'en reste aujourd'hui presque plus rien. Tanis se cache sous le sable et l'essentiel de la ville reste à découvrir. Grâce à l'archéologie spatiale, il sera bientôt possible d'analyser l'ensemble des sites égyptiens comme celui de Tanis en complément de fouilles ciblées sur le terrain. En Égypte, l'archéologie spatiale est essentielle, car la vallée du Nil est très longue. Donc il faut un outil de prospection qui couvre de très grandes surfaces. Mais que reste-t-il des ruines de cette ville surnommée la Thèbes du Nord par les anciens Égyptiens? Et où se cache le merveilleux trésor découvert sur place? Pour rejoindre Tanis depuis le Caire, il faut prendre la route pendant près de 4 heures et atteindre le village de Sanne-et-la-Gare. C'est ici, tout près de la branche tanitique du Nil aujourd'hui asséchée, que les pharaons de la 21e dynastie construiront Tanis et son port, bordés par des lagunes. François Leclerc dirige la mission française des fouilles de Tanis. Chaque année, de nouveaux indices sont découverts sur cette capitale de l'Égypte antique, longtemps oubliée. Ces dernières années, on a fait un certain nombre de carottages dans le sol avec des spécialistes. On s'est aperçu qu'il y avait des éléments de chenaux fluviaux de l'autre côté du site. Et donc Tanis était très certainement un port. La ville comptait plusieurs temples dédiés aux divinités du lieu. C'est au pharaon Psousénès Ier que Tanis doit la construction monumentale de son temple principal, au sein d'une puissante enceinte de briques crues, protégée comme une forteresse. On est devant l'entrée du temple d'Amon, qui est le temple principal de Tanis, le même dieu qu'à Karnak, et devant la porte principale de ce temple, une porte qui a été bâtie en granit par le roi Sheshonq III. S'il ne reste que de rares vestiges de sa splendeur passée, c'est que les monuments de Tanis ont été démantelés à son abandon, puis transportés sur le Nil depuis le port afin de construire d'autres villes. Pour les archéologues, il faut donc imaginer tout un site à partir d'un puzzle quasiment vide. Donc vous voyez cet immense amas de gros blocs, ici, viennent quasiment tous de la porte. Donc il faut imaginer, là il reste déjà de bons éléments, mais la porte montait beaucoup plus haut. Cette porte immense de 12 mètres de hauteur marque l'axe du temple d'Amon, est-ouest, et permet d'imaginer ses dimensions colossales, 80 mètres de large sur 300 mètres de long. L'objectif de François Leclerc est passionnant. Fouiller, classer et ordonner ces dizaines de blocs pour faire émerger Tanis de son linceul de sable. Une tâche titanesque. On va reprendre l'étude architecturale de ce monument. On va donc essayer de réétudier tous les blocs. Ensuite, l'idée, ce serait de remonter cette porte monumentale, mais ça impliquerait des travaux absolument énormes qu'on n'a pas encore prévus pour l'instant.
Nous avons proposé à François Leclerc de réaliser un véritable scan topographique du site grâce à une technique high-tech, le LIDAR. On ne fera qu'un vol avec le LIDAR. Pour la première fois de l'histoire en Égypte, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de survoler Tanis avec un laser aéroporté. Julien Bernard est l'un des spécialistes français en LIDAR. On va faire un premier vol pour couvrir le site ici. Donc en volant à 70 mètres, on doit pouvoir couvrir 200 mètres à chaque fois. Donc en un seul vol, on devrait pouvoir avoir toute cette zone-là. Cette technique permet d'obtenir la topographie d'un lieu en quelques heures, quelles que soient les conditions lumineuses. Après 2 heures de calcul, le résultat est spectaculaire et totalement inédit. Toutes les hauteurs du site apparaissent au millimètre près, avec la possibilité d'étudier et de mesurer chaque élément. Pour les topographes et les archéologues, l'outil est d'une puissance inégalée. Olivier Onésime, notre topographe, découvre les résultats du scan de cette ville jadis au pied du Nil, ouverte sur un port. Si le fleuve s'est ici asséché avec le temps, les blocs de granit ont, eux, traversé les siècles. C'est juste grandiose, c'est génial. Pour faire des relevés comme ça, très honnêtement, si on veut arriver à ce niveau de détail, il nous faudrait des années. On a à la fois toute l'architecture, toute la topographie générale du site. Enfin bon, c'est... voilà, ça sert plus à rien. Couplé à de la photogrammétrie, qui permet grâce à des milliers de photos de reproduire une vue 3D de certaines zones, nous avons pu pour la première fois réaliser une reproduction numérique de l'ensemble du site de Tanis. Si on zoome, on voit les restes du grand labyrinthe. L'égyptologue Félix Arnold a accepté d'analyser ces 3D inédites. On peut voir tout le complexe. Ce qui est incroyable, c'est la quantité d'informations sur certaines parties du temple d'Amon. On distingue très bien les restes de la grande salle du temple avec d'immenses colonnes en granit. Cet outil puissant pour les chercheurs permet de mesurer au centimètre près les dimensions de chaque structure. Grâce à un logiciel de visionnage, les longueurs, largeurs et hauteurs s'affichent précisément. Ce qui facilite grandement l'étude de ce site immense de plus de 200 hectares. On voit bien à quel point le temple était grand. Il a été construit en une succession de cours. La première porte, la première cour, la deuxième porte, la deuxième cour. C'était vraiment un immense édifice. Cette numérisation associée au travail des scientifiques depuis plusieurs années permettra peut-être de mettre davantage en valeur ce site remarquable qui n'attire pourtant qu'1 millier de visiteurs par an. Mais les autorités égyptiennes ont l'espoir de redonner à Tanis sa grandeur passée à l'époque où la branche du Nil coulait ici. Car le site dispose d'une botte secrète, sa nécropole royale, très particulière. À Tanis, on est face à quelque chose d'extraordinaire avec ce temple. Les pharaons sont enterrés en partie pour protéger leurs sépultures dans l'enceinte du temple. La taille des sépultures a dû être adaptée à ce lieu plus étroit. Contrairement à d'autres sites, les tombeaux des pharaons de Tanis ont été construits au sein du temple et non à l'extérieur. Les matériaux du temple et des tombeaux, ainsi que les objets découverts, ont permis de comprendre l'importance du Nil tout proche dans les échanges commerciaux de Tanis. L'exploration de cette nécropole est digne d'un film d'aventure. Et le résultat est l'un des plus beaux trésors que l'Égypte ait connu. En 1939, l'archéologue français Pierre Montet met au jour un ensemble de tombeaux impressionnants au bord d'une branche du Nil aujourd'hui asséchée. Les tombeaux des souverains qui ont bâti Tanis et qui y ont régné. C'est inattendu. Les premières tombes dans lesquelles il pénètre
elles sont pillées. C'est en particulier la tombe de Zorqon II. Et puis finalement, en continuant les fouilles tout autour, on s'aperçoit qu'il y a une deuxième tombe à côté. Et le 17 mars 1939, il descend dans le puits de cette tombe et il s'aperçoit que la porte est bien murée. Il ouvre et dedans, il découvre, pense-t-il, la sépulture de Psousénès. Pierre Montet n'est pas au bout de ses surprises. Ce sarcophage est celui d'un autre roi, Sheshonq II, mais il décide de continuer les recherches dans ce tombeau. C'est l'année suivante qu'il pénètre dans 2 salles supplémentaires dans lesquelles il découvre les trésors intacts de Psousénès Ier et de son successeur Amenemopé. Ils ont découvert un grand sarcophage en granit rouge. Le deuxième était fait de granit noir et le troisième était en argent. La découverte est exceptionnelle, au même titre que celle du tombeau de Toutankhamon en 1922 par Howard Carter. Ça rivalise parfaitement avec le trésor de Toutankhamon et je dirais même que ça va au-delà puisque ce n'est pas une tombe qu'il a trouvée mais une quinzaine. Si les premiers tombeaux découverts par Pierre Montet sont partiellement ou totalement pillés, celui du pharaon Psousénès Ier est en revanche miraculeusement intact. À l'intérieur, un véritable magot dont un sublime sarcophage en argent, au masque décoré d'or pur. Ce qu'il y a d'incroyable avec les sarcophages de Tanis, particulièrement ceux en argent, c'est qu'ils sont magnifiquement décorés. Le pharaon est représenté comme le dieu Osiris, tenant les symboles de son pouvoir, le sceptre et le fouet. Sur le front du souverain, le cobra Uræus, qui crache du feu, le protège contre le mal. Montet vient de marquer l'histoire, du moins le pense-t-il. Sa découverte est occultée par le début de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit efface des esprits cette fouille majeure et son trésor sera presque oublié, jusqu'à aujourd'hui. Les objets du tombeau de Psousénès Ier, qui occupait une petite salle du musée égyptien du Caire, sont désormais entre des mains expertes qui doivent redonner au trésor de Tanis un nouvel éclat. Ils étaient très abîmés. Je suis allé au musée du Caire pour observer ces sarcophages. Depuis leur première restauration, ils doivent être restaurés régulièrement, car ils ont été découverts en très mauvais état. Les momies retrouvées ont été en effet fortement dégradées par l'humidité de la région. La branche du Nil et la lagune toute proche avant notre ère n'ont pas aidé à la conservation. Les sarcophages ont eux aussi subi les affres du temps et des lagunes. Mais des scientifiques tentent d'effacer ces marques que l'on pensait indélébiles. Je préférerais faire les yeux plus tard. Ils ont besoin d'être réparés encore un peu avant d'être nettoyés. Oui, il faut arranger ça. Oui. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer dans un lieu tenu secret où se déroule chaque jour un minutieux travail de restauration à l'abri des regards. Il y a beaucoup de dépôts que je dois enlever ici. Je vais commencer par une action mécanique grâce à un bout de bois et ensuite j'utiliserai des produits chimiques. Des égyptologues et restaurateurs du musée du Louvre sont aussi venus en renfort pour aider à cette tâche colossale. Les scientifiques travaillent délicatement chaque millimètre de ce joyau de la vallée du Nil, vieux de 3 millénaires, pour lui redonner tout son éclat. On utilise différents outils, mais surtout des outils en bois. Ils sont très efficaces pour restaurer l'or sans l'abîmer. Le trésor de Tanis pourra alors être exposé à une place de choix au musée égyptien du Caire. Celle du trésor de Toutankhamon, partie vers le nouveau grand musée égyptien et ses 22 000 mètres carrés, tout juste sortis de terre. Pierre Montet et Howard Carter auront ainsi chacun l'écrin adapté à leur fabuleuse découverte. Après le déclin de Tanis,
la capitale de l'Égypte se déplacera dans l'ouest du delta, à Saïs, vers 650 avant notre ère. Le pouvoir est ainsi plus proche de l'importante branche canopique du Nil. Pour terminer notre expédition, nous décidons justement de retourner sur l'ancien tracé de la branche et de remonter jusqu'à la baie d'Aboukir en Méditerranée. Là où, fin 1990, la mise au jour de la cité disparue de Canop laissait entrevoir d'autres découvertes majeures sur les villes englouties par les eaux du Nil et de la mer. Nous retrouvons le scientifique Franck Gaudiot pour comprendre comment, au début des années 2000, les villes de Tonis et Héracléon se sont révélées à ses yeux avec une surprise de taille. Et un peu plus haut, Franck? Des villes qui étaient les principaux accès au Nil et dont il n'existait aucune trace visible. À 7 km des côtes actuelles de l'Égypte, on a détecté des anomalies magnétiques très importantes sur plus d'1 km². Et en fouillant sur une des anomalies magnétiques les plus importantes, nous avons découvert un énorme mur fait de blocs calcaires de près de 2 mètres de long. Les opérations sont longues et fastidieuses sur un site 1,5 fois plus grand que le quartier de Manhattan. Il faut aspirer le sable et l'argile à l'aide d'immenses pompes pour extraire les blocs et révéler des vestiges situés à plus de 45 mètres de profondeur. C'est difficile parce qu'on a même fouillé dans la zone, autour des blocs. Ce sont des grands blocs calcaires alignés. Après plusieurs semaines de travail sous l'eau, les scientifiques comprennent que ces blocs calcaires sont ceux d'un immense temple appartenant à une ville disparue. Très vite, des moyens techniques pour analyser et filmer ces blocs sont mis en place. Nous avons retrouvé les bobines de films tournées à l'époque de la découverte pour les numériser en ultra haute définition. Le résultat est spectaculaire. C'est comme un monde merveilleux fait d'incroyables découvertes. On voit des statues, des blocs immaculés ou sculptés avec des inscriptions parfois parfaitement conservées. C'est une sorte d'Atlantide, une ville perdue sous les eaux. C'est extraordinaire. C'était le grand temple de la ville d'Hérakléon. Après la récente découverte de Canop, la mise au jour de la ville d'Héracléon est un moment remarquable. Mais le scientifique a une autre idée en tête. Il veut à tout prix retrouver la troisième ville, Tonis. La surprise sera de taille. En fouillant dans le temple, nous trouvons une magnifique stèle noire intacte qui nous apprend que nous étions dans la ville de Tonis. Tonis était l'ancien nom égyptien de la ville d'Hérakléon. Tonis, Héracléon, c'était la même ville. Jusqu'à cette découverte, Tonis et Héracléon n'étaient que deux légendes. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'une même ville, construite au 8e siècle avant Jésus-Christ. Une ville d'une importance colossale, premier port d'Égypte, certainement plus influente que la future Alexandrie. Le port de Tonis-Héracléon était l'emporium de l'Égypte sur la Méditerranée. Par ordre de Pharaon, c'était le port obligatoire où tous les vaisseaux venant du monde grec devaient passer pour pouvoir rentrer en Égypte. Tout bateau qui rentrait par une autre branche devait faire demi-tour et repasser par le port de Tonis-Héracléon. La ville contrôle alors la branche canopique et donc l'Égypte tout entière, car c'était la branche la plus navigable du pays. Canop et Tonis-Héracléon prospèrent pendant plusieurs siècles et règnent en maître sur la branche canopique. Mais comment de telles puissances ont-elles été englouties si rapidement sans laisser une seule trace? Entre 450 et 380, il s'est passé quelque chose. Alors en fait, il y a eu un phénomène, bon, c'est rare, mais qui a tout... Ouais, qui a tout englouti.
On a maintenant des données très précises sur la façon dont la ville de Tony-Serra-Cléon a été détruite. Il y a eu un tremblement de terre qui a déclenché un raz-de-marée, qui lui-même a déclenché des phénomènes de liquéfaction des terres, et les terres se sont enfoncées de plus de 6 mètres en une fraction de seconde. Ça fait que les terres s'effondrent et vont sous le niveau de la mer, et la mer recouvre tout. La disparition de Tony-Serra-Cléon, peu de temps avant notre ère, est un véritable miracle archéologique pour les chercheurs. En s'enfonçant sous les sédiments, la ville a été comme scellée dans la boue, protégée de l'érosion et des pillages jusqu'à aujourd'hui. Mais le travail de recherche est loin d'être terminé. C'est du travail bien fait, hein. Je pensais qu'il y a quelques années qu'on en avait déjà fouillé 2 ou 3%, mais on s'est aperçu que sous des vestiges, il y a encore d'autres vestiges, donc je pense qu'il y a du travail pour quelques siècles pour les archéologues du futur là, sur ces sites, et qui donnent tous les ans des données historiques extraordinaires. Combien de sites aussi merveilleux sont-ils encore à découvrir le long du Nil et dans toute l'Égypte? Des dizaines selon certains égyptologues, voire des centaines. Nous quittons les mystères du delta et les dernières dynasties pour remonter le temps et retrouver celui des pyramides construites le long de ce Nil impénétrable. De la mer Rouge au plateau de Gizeh, comment le fleuve sacré est-il devenu le point commun de tous les vestiges retrouvés? C'est là, dans des zones méconnues des touristes, que nous attend désormais l'une des expéditions les plus incroyables au cœur d'une pyramide oubliée, inondée par les eaux du Nil et certainement engloutie à jamais. Le Nil et ses mystères ont encore des milliers d'histoires à raconter.